Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Aujourd'hui, je reçois Caroline, qui a 47 ans et qui souffre d'une spondylarthrite ankylosante et d'algie vasculaire de la face. 2 maladies avec 2 errances médicales très longues avant de savoir enfin de quoi elle souffrait. La spondylarthrite ankylosante a tant de facettes que dans ce 3e épisode consacré à celle-ci, vous entendrez encore un autre parcours avec d'autres symptômes. Le témoignage de Caroline m'a profondément touchée et émue tant son parcours fut une épreuve. 2 pathologies qui sont extrêmement douloureuses. L'algie vasculaire de la face est appelée la maladie du suicide, tant l'intensité des douleurs est violente. Vivre avec des douleurs chroniques est déjà un combat de chaque instant. Mais lorsque j'entends toute la culpabilité de Caroline sur le fait d'être malade, vraiment, cela me rend triste et en colère. En colère car il a suffi d'une phrase, prononcée par un médecin pour que Caroline bascule et se sente responsable de sa pathologie et de ses douleurs. J'aimerais que la honte change de camp une bonne fois pour toutes. Je voudrais te dire, Caroline, que je suis admirative de ton parcours et de ta force. J'aimerais tant que s'autoriser à prendre soin de soi et à respecter ses limites ne soit plus vu dans notre société comme de la faiblesse. Osons parler de nos douleurs, de nos peurs et de notre tristesse, quelle qu'elle soit. Nous avons le droit de nous exprimer et surtout d'être entendus. Ce podcast est aussi là pour ça. Libérer la parole, permettre à chacun de nous sentir moins seuls face à notre quotidien de malade et surtout nous soutenir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Yasmine. Merci de te rendre disponible pour enregistrer ton témoignage aujourd'hui avec moi. Écoute, j'attendais depuis un moment, j'ai hésité longuement. Et puis je me dis que tes témoignages quand j'ai été malade m'ont beaucoup aidé, donc j'espère rendre l'appareil peut-être. Je te remercie et oui, je suis sûre que ton témoignage va en aider plus d'une ou d'un. Surtout qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de 2 pathologies que tu as
Je vais te laisser les présenter et elles ont toutes les deux malheureusement mis du temps à être diagnostiquées. Et donc ça va être cette histoire de deux pathologies entremêlées qu'on va partager aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces deux pathologies et les principaux symptômes, s'il te plaît? Donc je souffre de spondylarthrite ankylosante. Les premiers symptômes sont apparus en 2018, donc j'ai mis 6 ans au total à être diagnostiquée. Et parallèlement, je souffre d'algie vasculaire de la face. Là, on a mis encore plus de temps à me diagnostiquer. On a mis 7 ans au total. Et le neurologue m'a expliqué que ce n'était pas directement lié à la spondylarthrite ankylosante, mais une des conséquences. Et la conséquence chez moi, c'est le fait que je dorme très peu ou très mal. Et du coup, ça aggrave, ou en tout cas, ça a une large contribution dans mes crises d'algie vasculaire. Les symptômes pour toi de la spondylarthrite et de l'algie vasculaire, est-ce que tu peux nous en donner les principaux en tout cas? Alors, pour la spondylarthrite ankylosante, on va dire que je souffre de douleurs permanentes au niveau des mains, des chevilles, des genoux, des hanches, des poignets et des mains, au niveau du dos aussi. Les douleurs, on va dire, sont supportables. Alors, supportables à une échelle de quelqu'un qui a une spondylarthrite ankylosante la journée. En revanche, dans mon cas, elles sont totalement insupportables la nuit. Donc c'est vrai que je dors très peu parce que je me lève toutes les 2 ou 3 heures et j'ai un dérouillage matinal qui dure plus d'1 heure et qui dans mon cas est très douloureux. Pour les algies vasculaires de la face, c'est clairement lié à la spondylarthrite, c'est-à-dire qu'en temps normal, je fais à peu près 2 ou 3 crises par mois. Des crises, ça va être plusieurs crises dans la journée. C'est-à-dire que c'est pas une crise et elle s'en va. Généralement, c'est sur plusieurs jours. Et quand je suis en crise de spondylarthrite, ce qui a été le cas au mois de novembre, ça a été une période qui a été très difficile pour moi parce que là, les crises d'algie vasculaire de la face, c'est 7 à 8 crises par jour en même temps qu'une crise de spondylarthrite ankylosante. Donc les deux sont liés. Et pour les personnes qui connaissent pas du tout cette pathologie qu'est l'algie vasculaire de la face, une crise se manifeste comment, si tu peux la décrire? Alors déjà, donc c'est un trouble neurovasculaire. C'est très très différent de la migraine parce que ça ne touche qu'une seule partie du visage. Et c'est d'ailleurs voilà l'un des principaux symptômes de l'algie vasculaire de la face. Dans mon cas, c'est la partie gauche du visage. On appelle ça aussi la migraine du suicide. On dit que c'est l'une des douleurs qui est la plus difficile à supporter pour l'être humain. On a l'impression, alors c'est toujours une image, mais moi j'ai l'impression qu'on m'enfonce une lame dans l'œil et qu'on cure la boîte crânienne en passant par le nez. Donc c'est une douleur qui est, c'est très difficile à décrire tellement que ça fait mal. Et la plupart du temps, suite aux douleurs, ça se voit physiquement. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, j'ai l'œil qui est complètement tuméfié. C'est l'un des signes de l'algie vasculaire de la face. Il y a des symptômes physiques, c'est-à-dire j'ai comme des décharges électriques dans la narine. J'ai fini par être opérée d'ailleurs en 2020 de la paupière gauche parce que mon œil était tellement déformé par les crises que j'avais un ptosis en fait, c'est-à-dire la paupière gauche qui finissait par recouvrir mon œil. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, par exemple, avec une sorte de cocarde, ça peut aller jusqu'à des hématomes le lendemain de crise. C'est c'est difficilement explicable et c'est surtout une douleur qui ne cède à aucun antalgique à part les triptans et l'oxygène. Ça, peut-être qu'on en parlera ensuite. Oui, tu nous diras ce qui t'aide à vivre ces crises-là. Alors si on remonte un petit peu le temps, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'ont commencé les symptômes? Alors, on va essayer de faire de manière chronologique et puis je te laisse maître de ton histoire et nous dire un petit peu les symptômes de chaque pathologie, quand est-ce qu'ils sont arrivés et quelles consultations tu as mis en place par rapport à tout ça. Mais si tu devais débuter ton histoire, tu la commencerais où? Alors, j'ai plusieurs problèmes de santé qui sont arrivés de façon inexpliquée en 2018.
Et bien entendu, ils étaient tellement différents que j'ai absolument pas fait le lien entre ces problèmes de santé. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé à avoir de gros problèmes de dos. Je fais beaucoup de voitures et j'ai mis ça sur le compte de la voiture. Mais ce qui était surprenant, c'est que ça fait 25 ans que je fais de la voiture. Et là, je me retrouvais littéralement paralysée, c'est-à-dire que j'avais les cervicales qui étaient complètement bloquées. Je pouvais plus bouger la tête. Donc, j'ai pris l'habitude d'aller voir un ostéopathe parce que clairement, je pouvais plus bouger et j'étais tellement algique que je pouvais même pas marcher. Et j'ai commencé à avoir des symptômes, enfin des signes rhumato, c'est-à-dire que de façon inexpliquée, j'ai commencé à avoir des épanchements. Donc les épanchements, c'est quand du liquide de synovie se met à l'intérieur d'une articulation et que l'articulation va gonfler et être pleine de liquide. Donc c'est au-delà du fait que ce soit désagréable, c'est vite handicapant. Parce qu'en fait, on a beaucoup de mal. Dans mon cas, ce qui a commencé en premier, c'était les genoux et les chevilles. Et clairement, on peut pas marcher comme ça. Donc, j'ai eu un premier épanchement qui était le genou gauche, de façon complètement inexpliquée. Alors moi, je faisais pas mal de sport, beaucoup de barres au sol et de pilates, mais rien avec des impacts ou rien qui ne justifie ça. Donc, je suis allée voir un premier rhumato qui a fait ce qu'on appelle une ponction, c'est-à-dire qu'avec une grosse seringue, il prélève le liquide. Il m'a mis sous corticoïdes, sous anti-inflammatoires et il m'a demandé pendant quelque temps de réduire le sport ou en tout cas d'essayer vraiment de faire des choses sans impact, mais ce qui était déjà, je trouvais, ce que je faisais. Quelques semaines plus tard, alors que j'étais au repos, là j'avais vraiment essayé de limiter complètement la pratique sportive. J'ai un épanchement à la cheville droite, donc la cheville opposée à l'endroit qui était l'endroit de la première ponction. Donc je trouve ça un petit peu curieux quand même, parce que je me dis qu'il n'y a pas trop de logique. Donc je reprends rendez-vous au même endroit et en fait ce rhumato est parti à la retraite et c'est sa fille qui est rhumato qui le remplace. Voilà. Donc la consultation est très brève, c'est-à-dire qu'elle me pose pas de questions, elle me dit ah oui c'est vous qui faites du sport, bah je lui dis là en l'occurrence, je me suis mise au repos. Et donc, elle me met sous corticoïdes, sous anti-inflammatoires, et elle m'explique qu'on va faire une infiltration. Donc, en 10 minutes, il n'y a pas d'auscultation, il n'y a pas de manipulation. Il y a juste une très brève échographie qui dure quelques secondes pour vérifier si l'épanchement est ponctionnable ou pas. Très sincèrement, je me rappelle plus s'il l'était, et on prend rendez-vous pour l'infiltration. De nouveau corticoïdes, anti-inflammatoires. Le but de ces infiltrations, c'est uniquement d'enlever le liquide, mais elle comprend pas la cause de ces de cet épanchement-là, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le but de cette infiltration, c'est de soulager, on va dire, le symptôme ou le signe clinique. Par contre, il n'y a aucun interrogatoire. Pour elle, c'est d'origine mécanique, ce qui est un petit peu curieux parce que j'ai rien fait entre guillemets qui justifie que j'ai un deuxième épanchement, mais de toute façon la consultation est très courte, donc il n'y a pas de réel interrogatoire, ni de réelle recherche de cause pour cette consultation. Donc on fait l'infiltration. Donc là forcément je me mets quand même alors très au repos entre guillemets puisque on va en parler, mais moi, pendant toutes ces années, je me suis jamais arrêtée de travailler. Donc, je reprends mon travail avec des béquilles pour essayer de pas appuyer sur le pied. Et quelques semaines plus tard, j'ai un troisième épanchement à la cheville gauche. Donc, à la cheville opposée à celle qui vient d'être infiltrée. Donc là, c'est vrai que je me dis qu'il y a quand même un souci, qu'il n'y a pas de logique. Donc, j'y retourne. Elle me fait faire une prise de sang. Elle me demande de faire une prise de sang. Pareil, la consultation dure 10 minutes. Il n'y a pas d'auscultation. Elle regarde ma cheville simplement. Elle me dit, de toute façon, c'est pas ponctionnable, mais on va refaire une infiltration. Donc, on prend rendez-vous pour une autre infiltration.
Et la seule chose qu'elle me dit, c'est de toute façon, il va falloir se calmer sur les infiltrations parce que les chevilles vont finir par péter. Parce qu'effectivement, le geste d'introduire la canule, c'est un geste qui est assez quand même traumatisant pour l'articulation. Et en gros, vu la vitesse à laquelle j'ai des penchements, elle m'explique assez rapidement qu'il va falloir arrêter. Donc, elle me represcrit des corticoïdes, des anti-inflammatoires, sauf que moi, je fais rien dans ma vie pour avoir ces épanchements. Et c'est vrai que pour le coup, elle ne me donne pas de solution, si ce n'est qu'elle me fait comprendre qu'il va falloir arrêter d'infiltrer aussi vite. Parallèlement à ça, je me mets à consulter mon médecin généraliste pour deux choses qui arrivent exactement en même temps. Des troubles digestifs absolument monstrueux, donc je me mets à avoir des diarrhées très violentes, inexplicables. Je me gave de probiotiques, de compléments alimentaires, etc. Et il n'y a aucune amélioration. C'est tellement violent que mon médecin généraliste pense d'abord que je fais peut-être une infection. Donc, il me met sous antibiotiques. Et je lui explique que je me mets à avoir des migraines. C'est le mot que j'emploie, moi, parce que je ne sais pas ce que j'ai. Donc, j'essaye de lui expliquer que j'ai des migraines très violentes, que j'ai le nez bouché. Donc, forcément, le nez bouché et migraine, il pense tout de suite à une sinusite. Sauf que moi, je ne précise pas que je n'ai le nez bouché que d'un côté. Et je ne précise pas que j'ai une migraine que d'un côté, ce qui l'aurait aidé, mais c'est vrai que je ne le précise pas. Il me prescrit plusieurs scanners, parce que ça dure sur plusieurs mois. Et les scanners, ce qui est normal dans le cas de l'agie vasculaire de la face, reviennent à chaque fois négatifs. Il se met à me prescrire des triptans, donc du Zomig. Et là, effectivement, je me rends compte que les crises sont calmées avec le Zomig. En revanche, ce que je ne sais pas, c'est que le Zomig va induire une sorte de dépendance et que, du coup, l'agie vasculaire de la face, sur le long terme, est aggravée par les triptans. D'accord. Ok, donc ça, c'est un traitement qu'il ne faut du coup pas donner lorsqu'on a une algie vasculaire de la face. Alors si, c'est un traitement qu'on peut donner et aujourd'hui ça fait partie de mon traitement, on va dire, de crise, puisque j'ai de l'Imiject en injectable, j'ai de l'oxygène et j'ai du triptan, sauf que pour te donner un ordre d'idée, moi j'arrivais à prendre jusqu'à 5 ou 6 triptans par jour, sur plusieurs jours. Parce que c'est la seule chose, c'est un puissant vasoconstricteur et en fait c'est la seule chose qui marchait dans mon cas. Donc effectivement, je me doutais bien, ce sont des petites boîtes de 6 ou de 12, je me doutais bien qu'il fallait les utiliser avec parcimonie, mais de toute façon, ça fait tellement mal et on est dans une telle situation que j'avais pas d'autre choix que, on va dire que le Zomig va soulager 1 heure ou 2, mais la crise au bout d'1 heure ou 2, elle recommence et elle recommence exactement sur la même intensité. Donc j'arrivais à prendre 5-6 Zomig par jour. Et ça, ton médecin traitant, il s'alarme pas que tu sois obligée de prendre autant de Zomig Il le sait pas. Il le sait pas parce que je vais le voir tous les 2 mois et il me fait une ordonnance à l'année sans vérifier forcément ma consommation de Zomig et je ne lui en parle pas. C'est vrai que moi, partant du principe que ça me soulage et que j'arrive à gérer mes crises de cette façon-là, j'ai mis très 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 longtemps à lui dire la vérité parce que j'avais peur qu'il arrête de m'en prescrire. Et comme moi, c'était mon seul moyen de vivre, clairement. Quand on a une crise d'algie vasculaire de la face, on devient fou, littéralement. Moi, je travaillais pendant ce temps-là. Ça pouvait m'arriver. D'ailleurs, je me rappelle de ma première crise. J'étais en déplacement professionnel à l'hôtel. Je n'avais pas de Zomig sur moi. J'ai supplié le monsieur de la réception de me donner un Doliprane. Enfin, ça en était là. J'ai supplié en pleurant. Et je suis restée pendant 7 heures avec une crise. Mais le Doliprane, ça ne sert à rien, j'imagine. À rien, mais je savais pas, c'était dans mes premières crises. Donc maintenant, inutile de te dire où que j'aille,
J'ai toujours de l'Imiject et du Zomig sur moi. Et j'ai même maintenant une petite bouteille d'oxygène de transport. Quand je me déplace, en fait, j'ai ça systématiquement avec moi. Oui, c'est vraiment vital en fait pour toi d'avoir tout ça à portée de main pour te soulager en cas de crise. C'est vital. Après, aujourd'hui, j'arrive à dire que quand ma spondyle s'aggrave, ce qui a été le cas cet hiver, les agies vasculaires de la face s'aggravent. C'est-à-dire que la plupart du temps, les deux, dans mon cas, sont liés puisque quand ma spondyle s'aggrave, je ne dors plus ou pratiquement plus. Et dans ces cas-là, j'ai les deux en même temps. Voilà. Comment ça suit son cours, ces épanchements, avec en plus donc ces douleurs de migraine, enfin en tout cas c'est ce que tu nommes à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce qui se passe suite à ces 3 épanchements, gauche, droite, gauche? Ça se renvoie la balle? Alors là, je vais passer très rapidement jusqu'en 2023, puisqu'en fait, en gros, il s'est passé la même chose pendant toutes ces années, c'est-à-dire que j'allais voir ma rhumato 2 ou 3 fois par an pour des épanchements. Au total, jusqu'en 2023, j'ai eu une dizaine de ponctions et d'infiltrations, dont de l'acide hyaluronique. On a même essayé ça. La consultation était toujours la même, c'est-à-dire ça a duré 10 minutes. Il n'y avait pas d'auscultation. Le peu de fois où elle se servait de l'appareil à écho, c'était pour vérifier si on pouvait ponctionner ou pas. Elle me prescrivait des anti-inflammatoires, des corticoïdes et on prenait rendez-vous pour l'infiltration. Voilà. En gros, ça a été ça pendant toutes ces années et ça a été à peu près la même chose pour mon médecin généraliste, sachant que jusqu'en 2023, j'avais quand même des périodes où j'allais très mal d'un point de vue rhumato, où je marchais avec des béquilles, où j'avais des épanchements partout, mais j'avais trouvé une solution. C'était que je vivais avec des épanchements quasiment permanents, avec aucune solution qui m'était apportée par la rhumato et puis qui avait l'air de pas trouver ça grave. Donc, mon ostéopathe m'a dit, écoute, on peut faire quelque chose, c'est pas agréable du tout, mais ça va te soulager. Moi, j'ai la possibilité de te faire enlever les épanchements ou en tout cas le plus gros manuellement. C'est-à-dire qu'on va tirer d'un coup sec, très sec, sur l'articulation concernée. Donc, soit le genou, soit la cheville. Et ça va t'enlever le gros de l'épanchement. Voilà. Donc, je te laisse imaginer ce que ça donne quand on tire très sec sur une articulation qui est déjà complètement inflammatoire. Mais c'était la seule solution que j'avais trouvée pour limiter aussi le nombre d'infiltrations. Parce que c'était devenu quand même mon quotidien de vivre avec des épanchements, des hématomes au niveau des articulations et les articulations des genoux et des chevilles systématiquement pleines. Mais la rhumatologue, en tout cas, ne fait aucune recherche pour essayer de comprendre pourquoi il y a ces épanchements-là et essayer d'expliquer cette apparition soudaine et régulière de ces épanchements. Prescrit pratiquement à chaque fois une prise de sang et il faut savoir que ce que les rhumatos regardent, c'est ce qu'on appelle les marqueurs d'inflammation, donc l'ABS et la CRP, qui sont en fait des marqueurs qui vont, entre guillemets, montrer qu'il y a un souci en termes inflammatoires. Dans mon cas, même quand j'ai des épanchements très importants, même à l'heure actuelle, ma ABS et ma CRP sont systématiquement normales. Donc pour elles, les analyses de sang qu'elles reçoivent sont assez rassurantes, même si, d'un point de vue physique, il n'y a rien, entre guillemets, qui est rassurant. Après, il y a quand même on va dire un cap. Le cap, c'est septembre 2022, où là, il y a, on va dire, un cap qui est passé en termes de santé générale. C'est-à-dire que mon état s'aggrave vraiment du jour au lendemain. Mes symptômes digestifs, qui étaient, on va dire, comme je t'ai dit, fluctuants, deviennent chroniques. Moi, je perds 5 kilos pratiquement en 3 mois. Pour le coup, j'ai des épanchements permanents avec des douleurs permanentes aux chevilles, aux genoux, au dos et aux mains. Et là, je commence effectivement à avoir des crises d'algie vasculaire de la face pratiquement tous les jours. Donc, je me gave littéralement de triptan et d'anti-inflammatoires pour mes symptômes rhumato.
Donc, je retourne la voir au mois d'octobre avec l'état de mes chevilles au quotidien. Donc elle me dit ok, très bien, moi il y a un moment j'ai fait un staff avec mes collègues, on sait pas ce que vous avez, je vous fais le HLA mais de toute façon c'est pas ça, et puis si ça va pas mieux d'ici quelque temps on reprend rendez-vous pour une infiltration. Donc elle me remet sous corticoïdes et elle me remet sous anti-inflammatoire. Je vais faire ce fameux HLA mais c'est pas ça. Donc moi, elle m'a pas du tout expliqué ce que c'est. Je sais pas du tout. La secrétaire, parce que la consultation a duré 10 minutes, donc la secrétaire me dit que c'est une recherche génétique et que les résultats lui seront envoyés à elle et pas à moi. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc je vais au laboratoire, je fais la prise de sang et puis les choses ne s'améliorent pas du tout. Mon état de santé ne fait que se dégrader. Pour tes diarrhées, tes troubles digestifs, ton médecin traitant, il te propose quelque chose, tu vas voir un gastro. Est-ce qu'il pense à une MICI, par exemple, donc une maladie inflammatoire des intestins ou pas du tout? Une maladie de Crohn ou quelque chose comme ça? Il faut savoir, ça c'est très important parce que j'avais un très 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 bon médecin généraliste, que ce médecin généraliste, je ne l'ai absolument pas tenu au courant de mes problèmes rhumato. Jamais. Il l'a appris, je vais t'expliquer comment, mais de façon complètement abrupte. Probablement que s'il avait été au courant de ses symptômes rhumato, il aurait fait différemment. Lui a estimé que j'étais colopathe et il m'a donné un régime alimentaire anti-inflammatoire, ce qu'on appelle le régime FODMAP, où on doit supprimer le gluten, des choses qui sont pro-inflammatoires. Mais effectivement, comme je te dis, il y avait quand même des périodes où j'avais des accalmies. Et pendant cette période de septembre à janvier, moi j'étais tellement préoccupée par mes symptômes rhumato, pour le coup où je marchais tout le temps avec des béquilles et qui m'handicapaient tellement au quotidien, que je ne suis pas allée le voir et je lui ai pas dit que mes symptômes digestifs s'étaient aggravés à ce point-là. Donc pour lui, je faisais mon régime alimentaire et les choses étaient à peu près canalisées. Et à la rhumatologue, pareil, tu parlais de tes symptômes de rhumato, mais pas des symptômes digestifs à ta rhumatologue? Alors la rhumato c'est un petit peu différent parce qu'autant mon médecin généraliste, j'avais le loisir dans une consultation où j'ai été écoutée, où j'avais le temps de lui parler de ce que je voulais, autant ma rhumato, entre le moment où je rentrais dans son cabinet et le moment où je sortais, prise de rendez-vous compris, il y avait 10 minutes. Donc 10 minutes, le temps d'enlever son manteau, ça a été ça pendant 6 ans. Il n'y avait pas d'auscultation, il n'y avait rien, et je me rappelle que je devais pratiquement prendre une grande inspiration et essayer de dire le plus de choses possible parce que j'avais pas le temps. Enfin, c'était même pas envisageable de parler de ça parce que la consultation était tellement rapide. Oui, donc en fait, pour différentes raisons, il y a personne qui te voyait de manière holistique et de manière générale avec l'ensemble de tes symptômes. C'est ça. Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est très important, je pense, de le dire, parce que moi, en tant que patiente, je faisais pas le lien entre ces symptômes qui sont bien sûr clairement liés parce qu'ils sont tous liés à la spondylarthrite. Et c'est vrai que le plus à même de faire le lien, et d'ailleurs il l'a fait, il a fini par le faire, c'était mon médecin généraliste. Et ça, c'est un grand regret de ma part parce que je pense que j'ai aussi ma part de responsabilité dans le fait d'avoir retardé entre guillemets le diagnostic, parce que quand mon médecin généraliste a appris que j'avais une dizaine de ponctions et d'infiltrations, il est littéralement tombé des nues. Alors comment il l'a appris? Eh ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, mon état entre septembre et décembre est devenu pour le coup catastrophique. C'est-à-dire que je ne suis allée qu'en déclinant au niveau rhumato. Le 10 décembre, donc j'avais fait depuis 2 mois le HLA-B27.
Le 10 décembre, je suis retournée voir ma rhumato avec encore une fois un épanchement monstrueux. Et elle m'a dit, ok, très bien, on va infiltrer la cheville droite. Donc on prend rendez-vous pour une énième infiltration le 22 décembre. Il faut savoir qu'une infiltration, c'est un geste qui est désagréable, on va dire, mais on est anesthésié, c'est-à-dire que c'est pas douloureux. Ça ne doit pas l'être. Et d'autant plus que moi j'avais vraiment l'habitude d'en faire, et elle m'avait souvent dit c'est incroyable de voir à quel point vous n'êtes pas douillette, vous bronchez jamais. Et ce jour-là, où effectivement j'avais la cheville vraiment particulièrement douloureuse, je me rappelle que quand elle m'a infiltrée, la douleur était tellement importante que j'ai dit je vais tomber dans les pommes, je vais faire un malaise sur la table d'examen. La douleur était, je pense que j'ai même fait une hypoglycémie parce que j'avais la tête qui tournait et je me sentais pas bien. Donc elle m'a de nouveau, encore une fois, prescrit des corticoïdes et des anti-inflammatoires, sachant que depuis octobre, je n'étais que corticoïdes et anti-inflammatoires. Et je suis rentrée chez moi comme je pouvais. Dans la nuit, je me suis endormie comme je pouvais, sachant que je me réveillais déjà beaucoup. Et le matin au réveil, donc là, j'ai compris pour la première fois qu'il y avait quelque chose qui vraiment allait pas. Parce que je me lève, ma cheville avait quadruplé de volume, donc j'avais une cheville qui était absolument énorme. C'est absolument pas normal après une infiltration. Et surtout, j'avais un autre épanchement au genou gauche. Donc au genou opposé, c'est comme si mon corps avait fait une réaction de défense, en quelque sorte, à la canule. Ce qui est probablement le cas, en fait. Mmh. Donc cette infiltration-là, elle a été déclencheur d'une catastrophe, on va dire, physique. Et c'est là que tu as reconsulté du coup ton médecin traitant? Déjà, j'ai attendu, donc j'ai passé les fêtes comme ça. Début janvier, j'ai commencé à avoir les talons qui se sont ouverts et qui se sont mis à saigner. J'ai commencé à avoir les orteils qui ont en partie éclaté, c'est-à-dire ils étaient tellement gonflés et je me rappelle que je ne supportais plus le contact du sol, de simplement poser ma plante de pied par terre. C'était le simple contact sans appuyer était insupportable. J'avais mal partout, j'avais mal aux hanches, j'avais mal aux mains, j'arrivais plus à me servir de mes mains. Je sais même pas très sincèrement comment j'ai fait pour arriver chez mon médecin généraliste. Et je suis arrivée en lui disant, voilà, il me connaissait depuis très longtemps. Et je lui dis, voilà Mathieu, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose. Et en fait, il m'a fait allonger. Et en m'interrogeant, je lui ai dit que j'avais eu 10 ponctions et 10 infiltrations. Et là, il a vu... il est tombé des nues, il m'a dit mais comment vous ne m'en avez jamais parlé, et il me dit est-ce qu'elle vous a fait le HLA? Et je dis oui, elle me l'a fait mais depuis très longtemps, et je savais toujours pas ce que c'était, et je lui dis si il y avait un souci, elle m'en aurait parlé. Et en fait, ce que mon médecin a fait, c'est qu'il a appelé le laboratoire et il a mis le haut-parleur. Et du coup, il l'a appelé et la dame lui a dit mais le HLA, on a donné les résultats à son médecin depuis octobre. Et il a dit, la patiente n'est pas avertie du résultat et elle a consulté plusieurs fois sa rhumato. Et donc la dame lui a dit au téléphone, oui, je suis désolée pour elle, mais c'est positif. Donc j'ai vu effectivement la tête de mon médecin généraliste, mais moi je comprenais pas puisque je savais pas ce que c'était. C'est là que tout va s'enclencher et que le diagnostic va tomber? Pas du tout. C'est là que j'entends... Pas du tout. C'est là que j'entends pour la première fois le mot spondylarthrite et c'est mon médecin généraliste. Et alors, il va avoir une phrase qui est très drôle. Il va me dire, écoute, le HLA-V27, c'est une recherche génétique qu'on fait dans les cas de spondylarthrite ankylosante. Mais ne t'inquiète pas, si c'était le cas, tu ne pourrais plus marcher. Et en fait, j'ai une petite voix quand même dans ma tête
qui dit en même temps j'y arrive plus à marcher, mais j'ai tellement mal et j'ai tellement mal partout et j'ai tellement envie que la douleur s'arrête que j'évacue. C'est-à-dire, j'entends le mot spondylarthrite, je sais pas du tout ce que c'est, j'en ai jamais entendu parler, et j'évacue tout de suite ça. En plus, comment dire, c'est une erreur à mon sens de venir dire que lorsqu'on a une spondylarthrite, forcément on ne peut plus marcher. Il y a vraiment tout type de spondylarthrite et il y a des gens qui courent le marathon avec une spondylarthrite et d'autres qui sont en fauteuil roulant. Donc c'est aussi faire une généralité très abrupte et à mon sens erronée que de venir dire ça en fait. La spondylarthrite, ce qu'on sait, c'est que je l'avais depuis des années et moi j'étais hyper sportive. C'est-à-dire que sans même le savoir, je faisais 1 heure de sport tous les jours. Ça, c'est juste qu'à une période de ma vie, pour X raisons, les choses se sont aggravées, mais effectivement, j'ai des anecdotes de gens qui ont une spondylarthrite, qui jouent au golf ou qui courent, ce qui m'est impossible. Aujourd'hui, courir pour moi, c'est plus possible. Mais effectivement, il n'y a pas une spondylarthrite. Donc, je me dis, ok, c'est pas ça. Puisque si j'avais une spondylarthrite, je serais en fauteuil roulant. Donc j'évacue ça, sauf que les choses ne font qu'empirer, c'est-à-dire j'ai des épanchements partout. Donc je finis par rappeler ma rhumato en disant maintenant ça suffit. Sauf que moi ce que je ne sais pas, c'est qu'entre-temps, mon médecin généraliste a appelé ma rhumato, sûrement pour avoir une explication. Donc je suis pas accueillie du tout chaleureusement. Elle m'explique qu'elle a pas de leçon à recevoir d'un médecin généraliste, qu'il a qu'à se mêler de ses affaires, que de toute façon, alors, elle dit pas qu'elle en a marre de moi, c'est pas ça, mais qu'en gros, de toute façon, elle ne sait pas. Et donc, je vais rentrer chez moi et elle va me faire hospitaliser parce qu'elle ne trouve pas. Bon, de toute manière, oui, effectivement, peut-être que là, c'était bien de passer la main. Alors, c'est ce que je pensais. Ah. Effectivement. Voilà, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que dans ma tête, j'avais tellement mal et la souffrance était devenue, je ne dormais plus, je ne mangeais plus, j'avais perdu plein de poids. Le fait de me dire je vais aller à l'hôpital, je vais être sous perf jour et nuit, ça veut dire que je vais aussi pouvoir peut-être un peu dormir, je vais pouvoir avoir peut-être un peu de morphine et surtout, il ne faisait absolument aucun doute qu'ils allaient poser un diagnostic, quel que soit le diagnostic, et me donner un traitement. Pour moi, ça faisait aucun doute. Et surtout, j'arrivais à l'hôpital dans un tel état que je me suis dit, ils vont forcément m'aider. Ça peut pas se passer autrement. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Est-ce que tu es hospitalisée en rhumatologie, du coup ? Oui, je suis hospitalisée dans un service de rhumato, dans un petit hôpital. Donc quand j'arrive, elle a appelé, je pense qu'elle les connaît. Donc il y a le chef de service qui m'accueille avec l'une de ses consoeurs. J'ai un peu une haie d'honneur, donc là il y a pas mal d'internes et donc il me pose beaucoup de questions sur effectivement les épanchements, les ponctions, les infiltrations, les cures de corticoïdes. Si je dors la nuit, sinon ce que je fais, donc je lui explique qu'en fait moi je dors pas parce que je marche la nuit, parce que j'ai besoin de marcher, parce que dès que je suis en position immobile trop longtemps, j'ai mal, donc je marche. Et donc il m'explique qu'en fait oui effectivement tous les symptômes font penser à une spondylarthrite ankylosante, que je suis au bon endroit et qu'ils vont s'occuper de moi. Donc la première journée, je pars en salle de radio et je passe des radios des pieds à la tête. Donc il faut savoir, ça je l'ai appris plus tard, que donc les radios, ça va révéler essentiellement les lésions anciennes, c'est-à-dire les calcifications notamment, quand l'articulation va être tellement abîmée par des années et des années et des années de lésions que elle finit entre guillemets par mourir et on le voit. Moi, en fait, ces douleurs-là, elles sont très récentes.
elles ont moins d'1 an. Donc effectivement, je reviens de la radiologie et ils me disent qu'au radio, il y a rien. Donc ensuite, ils m'expliquent pratiquement tout le temps, quand on a une spondylarthrite, on a la maladie de Crohn. Moi, j'y connais rien, donc qu'il va falloir que je fasse une coloscopie. Donc de toute façon, moi, je suis là pour aller mieux. Hein. Donc clairement, je dis que je suis OK. Donc je crois qu'un ou 2 jours après, je fais une coloscopie. Et donc là, le ton change. C'est-à-dire que il revient me voir, il vient tous les soirs et il m'explique qu'il y a rien à la coloscopie. Sauf que je lui dis, parce que ça, je m'en rappelle, que je suis quand même arrivée à l'hôpital en étant en hypokaliémie, parce que ça, c'était dans mes prises de sang, et déshydratée. Donc, c'est pas qu'il y avait rien, parce que quelqu'un qui arrive, qui est déshydraté en hypokaliémie, c'est quand même qu'il y a de tels signes digestifs qu'il y a une trace, entre guillemets, clinique. Oui, tout à fait. Donc, il me dit que ma VS et ma CRP sont normales, que l'hypokaliémie, c'est le reflet de rien du tout. Et à partir de là, le ton change. C'est-à-dire que il m'explique que si je suis hospitalisée, c'est pour ma corticodépendance, que j'ai pris tellement de corticoïdes que je suis devenue corticodépendante et que dès que j'arrête les corticoïdes, mon état s'aggrave. Donc je vois en fait qu'il y a sa consoeur qui me regarde parce que je sens qu'elle est pas forcément d'accord avec ce qu'il dit. Et je lui dis mais je sais très bien ce que ça implique les corticoïdes, mais moi j'ai jamais pris de corticoïdes en fait de moi-même. J'ai pris en fait ce que on m'a prescrit. Ah oui, bien sûr. En gros, il m'explique que je suis là pour être sevrée en corticoïdes parce que ces corticoïdes ont un effet délétère sur ma santé. Le ton change, hein, et je me rends compte le soir que j'ai dans ma bannette des médicaments que je ne connais pas. Donc je demande à l'infirmière ce que c'est. Et en fait, elle me dit que j'ai un somnifère et du Lexomil. Oui. Donc il fallait te calmer parce que tu étais trop anxieuse et angoissée et que peut-être tu somatisais un petit peu tout ça, quoi. En tout cas, clairement, je l'ai pris comme ça. Donc en fait, moi, faut savoir que mon métier, c'est conduire. Hein. Donc les psychotropes, c'est même pas envisageable pour moi de prendre ce genre de traitement, d'autant plus que je savais pas combien de temps je resterais à l'hôpital. Donc pour le coup, si c'était pour me sevrer en corticoïdes, c'était pas pour que je devienne dépendante à autre chose. Donc j'ai retrouvé, il y a pas très longtemps à la maison, j'avais mon étui en fait d'écouteurs. De casque en fait, et j'ai mis les comprimés tous les soirs, les comprimés en fait, le somnifère et les comprimés de Lexomil dans le petit étui des écouteurs. Voilà, et j'ai pas pris ça. Mais c'est surtout que personne n'est venu te dire qu'on te prescrivait ça et pour quelle raison? Alors pour le coup, personne n'est venu me le dire, et moi, ça, à partir de là, j'étais rentrée avec un tel niveau de confiance et d'espoir, tellement soulagée, voilà, de me dire que j'étais au bon endroit, que de voir en fait qu'il m'avait donné du Lexomil et des somnifères sans m'en parler, sans mon consentement, parce que, enfin, peut-être que je me trompe, mais je pars du principe que pour ce genre de traitement, il faut au moins informer la personne qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé en termes de confiance en eux. Voilà. J'ai très mal vécu, et d'ailleurs leur attitude ensuite a confirmé, c'est-à-dire que j'ai fait au total 2 séjours. J'ai fait un séjour je suis restée 15 jours avec un traitement antalgique et un traitement anti-inflammatoire, et je suis rentrée chez moi, j'ai de nouveau fait une crise. Ça s'explique par le fait que j'avais plus les corticoïdes, hein. Et j'ai refait un séjour d'une dizaine de jours. Et en fait, à la fin de ce séjour, quand le chef de service est venu me voir, je lui ai dit, mais en fait, est-ce que vous pouvez me dire ce que j'ai? Il me dit, en tout cas, pas de spondylarthrite, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est dingue. C'est vrai que c'est révoltant de t'entendre
dire tout ça? Alors ça a été d'autant plus... ce qui s'est passé pendant cette période, c'est que moi, j'ai été en lien avec une amie qui est kiné, qui m'a dit, écoute, Caroline, moi, je suis pas médecin, mais il y a quand même beaucoup de choses qui me font penser à la spondylarthrite. Ce que je vais faire, c'est que je vais te prendre un rendez-vous avec un rhumato de ville, et quand tu sortiras, tu changeras de rhumato. Et donc, il faut savoir que moi, je suis sortie de l'hôpital avec 2 choses. C'est tout. Je suis sortie de l'hôpital avec une prescription de mi-temps thérapeutique pour 1 mois et avec une lettre pour aller consulter le centre antidouleur. Peut-être le fameux centre antidouleur pour poser le diagnostic de fibromyalgie. Alors, je pense que oui. Moi, j'étais dans un tel état de rage, de colère. Je me suis dit, voilà, moi, j'ai perdu 2 mois de travail. 2 mois où, en fait, je suis restée avec pas plus de traitement, finalement, que ce que je prenais en travaillant. Je sors de l'hôpital, je suis toujours en béquille, hein, donc il y a rien qui a changé dans ma vie, si ce n'est que j'ai été absente 2 mois de mon travail. Et ça, pour moi, c'était gravissime. Donc, j'ai appelé mon chef en lui disant, écoute, voilà, moi, je sors avec un mi-temps thérapeutique. J'ai pas de diagnostic, j'ai rien. Donc, le mi-temps thérapeutique, je ne le ferai pas. Je veux reprendre à temps complet. Et en fait, il me dit simplement, OK, dans l'idée, on n'est pas opposé, c'est toi qui prends la décision. Par contre, on t'impose que tu ailles à la médecine du travail et on veut l'accord du médecin du travail. Donc tu vas voir le médecin du travail? Voilà, en me disant que, en gros, ça peut pas être pire que ce que j'ai vécu à l'hôpital. D'autant plus que je vais voir le médecin du travail avec un mi-temps thérapeutique en demandant de reprendre à temps complet. Et que je me dis que la plupart du temps, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on va plutôt voir un médecin du travail en demandant un mi-temps thérapeutique. Et donc, je tombe sur une femme médecin à qui, voilà, je raconte brièvement, parce que j'ai pas non plus trop envie de m'étendre, parce que j'ai quand même très envie de reprendre à temps complet. Donc, je lui dis que j'ai eu une dizaine de ponctions, d'infiltrations, que j'ai été hospitalisée à un moment, mais que on n'a pas réussi à poser de diagnostic parce que j'ai une VS et une CRP normale et que j'ai des radios normales. Et là, cette médecin, elle me regarde et elle me dit un truc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je commence une thérapie avec un psychiatre et je pense que je commence la thérapie en raison de cette phrase, parce qu'elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, vous savez, moi j'ai une théorie sur les maladies auto-immunes. Et je lui dis, ok. Elle me dit, je pense que si on obligeait tous les patients qui ont une maladie auto-immune à faire une thérapie, il y aurait sûrement beaucoup moins de malades. Et cette phrase, elle m'a fait un électrochoc. C'est-à-dire que je suis ressortie et je me suis dit, mais en fait, elle a raison. Il y a des gens, qui se réveillent un matin et qui ont rien demandé, qui ont un cancer ou qui ont une maladie épouvantable. Et moi, finalement, je me créais ma propre maladie. Une maladie auto-immune, finalement, quand on réfléchit, on se fait du mal à soi-même, c'est un peu ça. Et je me suis dit que peut-être en ayant un mental plus fort ou que c'était un manque de volonté ou comment c'était possible d'être nul. Enfin, ouais, c'est un peu ça, d'être nul au point de se faire du mal à soi-même. En fait, ça te fait vraiment te dévaloriser beaucoup, ce qu'elle vient te dire. Oui. Ça te rend responsable finalement de tes douleurs, ça te dévalorise. Et en plus, elle vient te dire que tu as une maladie auto-immune alors qu'aucun diagnostic n'a été posé. Oui. Et je me suis mis de ce jour-là à vraiment développer un énorme sentiment de culpabilité et de colère envers moi, de me dire que potentiellement, si j'avais cette maladie, j'en étais totalement responsable.
Et ça, aujourd'hui, voilà, je vais consulter une personne pour essayer de travailler sur ça. Et il faut savoir, de déconstruire ça. oui, je n'avais même pas eu l'idée moi-même. Il a fallu qu'un médecin me la donne. Là, tu veux dire quoi? De venir travailler sur la dévalorisation que cette phrase a créée chez toi ou sur les éventuels traumatismes ou difficultés dans ta vie que tu as vécues qui auraient pu déclencher cette maladie chez toi? Je pense que c'est surtout travailler par rapport à mon sentiment de culpabilité par rapport à cette maladie et le fait que ce soit entre guillemets une maladie auto-immune, c'est surtout ça aujourd'hui qui est le plus difficile à supporter. Alors je dis pas que je supporterai plus ou mieux une autre maladie, j'en sais rien, mais le fait que ce soit une maladie auto-immune et qu'elle me dise ça, je me suis vraiment dit que j'en étais responsable quelque part. Oui, donc, enfin, parce que pour moi, c'est pas très clair. Moi, cette phrase qu'elle te dit, ça me met en colère, mais c'est mon ressenti. Toi, sur le moment, tu dis que tu as eu un électrochoc parce que tu te dis, si ça se trouve, je peux reprendre le pouvoir sur mon corps. Alors moi, c'est ça que j'entends dans ce que tu dis. Oui, exactement. Oui. Si j'en suis responsable, c'est-à-dire que si je viens travailler sur cet axe-là, je vais pouvoir reprendre le pouvoir. Et peut-être qu'aussi cette dévalorisation, elle est que tu as enclenché un travail et que même s'il y a des choses qui bougent, tu vois bien que la maladie, elle est toujours là. Oui. Et donc, tu te dévalorises d'autant plus de te dire, ben, je suis même pas capable, en plus, de travailler dessus. C'est ça, exactement. Ouais. Parce que, en fait, aller en thérapie et aller travailler sur sa vie, sur son histoire de vie, sur les choses qui ont été difficiles, les éventuels traumatismes, c'est toujours très intéressant qu'on ait une maladie auto-immune ou qu'on n'en ait pas d'ailleurs. Moi, les gens qui me disent j'ai absolument pas besoin d'aller voir un thérapeute, j'ai du mal à l'imaginer parce que pour moi, même quand on va bien dans sa vie, on a tous des choses qu'on pourrait régler, qu'on pourrait améliorer, avec lesquelles on pourrait se sentir mieux de soi à soi. Et c'est pas du tout être fou que d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre ou un thérapeute quel qu'il soit. Et ça peut être aidant dans la maladie, dans l'acceptation de la maladie et de comprendre peut-être ne serait-ce que certains déclenchements qui ont pu réveiller la maladie auto-immune. Mais et j'en parle beaucoup dans mon épisode et beaucoup des personnes avec qui j'ai partagé leurs témoignages. En fait, tout rapporter au domaine psychologique et dire c'est parce que vous avez vécu ci ou ça que vous avez développé cette maladie-là, je trouve ça très réducteur et très culpabilisant. Les conséquences, en tout cas, je sais pas si elle a mesuré les conséquences en fait de cette phrase, mais à partir du moment où j'ai repris le travail avec ça dans la tête, en me disant je suis responsable de ce qui m'arrive et c'est juste une question de volonté ou de force de caractère pour que je me rende pas malade. Et plus je me disais ça, alors sachant que bien entendu, en sortant de l'hôpital, j'étais tellement en colère que j'ai pris d'énormes décisions de ne bien entendu jamais mettre un pied au centre antidouleur, de ne pas reprendre en mi-temps thérapeutique et de ne plus prendre un seul médicament. C'est-à-dire que j'étais tellement en colère que je me disais, puisqu'effectivement en plus elle m'explique que c'est uniquement de mon fait que probablement je me rends malade ou que en tout cas si j'ai une maladie auto-immune à force de volonté, je peux ne rien avoir. Donc je décide de plus prendre d'anti-inflammatoires, plus aucun corticoïde bien entendu, donc plus rien, plus les béquilles, de ne plus en parler. Je ne veux plus en parler à personne. Et la seule chose que je ne fasse pas, c'est que comme mon ami kiné, j'ai appelé de sa part, je n'annule pas le rendez-vous chez le rhumato prévu 2 mois après. Voilà, c'est la seule chose que je ne fasse pas. Ça résonne beaucoup avec mon histoire, ce que tu dis aujourd'hui, parce que moi, une rhumatologue m'a dit allez soigner vos blessures intérieures et vous verrez, ça ira mieux. Et je ressors de Je sais. Ouais, je ressors de cet entretien en me disant ok, c'est bon, du coup, je suis folle. Allez, Yasmine, on y va. T'arrêtes tous les médicaments. Si tu décides que t'as plus mal et ça va aller. Et évidemment, ça n'a pas marché. Mais je me suis sentie extrêmement mal et je me suis sentie comme toi, presque coupable en fait, coupable de ce que je vivais, coupable et où je me suis même dit mais Yasmine, tu inventes.
Si tu, voilà, arrête de te plaindre, arrête de t'apitoyer sur tes douleurs et tu verras, ça va passer. Et à une attitude positive comme tu avais jusqu'à présent. Et là, c'est parce que tu la perds, cette attitude positive, que ça empire. Et en fait, c'est pas la réalité. Mais on se fait du mal et on s'auto-flagelle et c'est terrible parce que on a besoin de tout sauf de s'infliger ça en plus. Je me rappelle très bien que de ta consultation au centre antidouleur où en gros c'était effectivement qu'on t'avait expliqué qu'il fallait voir les choses différemment. Et donc moi, pendant ces 2 mois, je reprends le travail dans des conditions atroces, parce que pour le coup, je me refuse même à prendre des anti-inflammatoires. Donc là, j'ai des épanchements à toutes les articulations. J'ai mal partout. Le médecin du travail t'autorise à reprendre à temps plein? Ouais. Oui, donc je reprends avec les béquilles. Ça, mon employeur le sait pas. Après, il m'explique. Enfin, moi, j'ai vraiment affaire à des gens gentils. Donc voilà, il m'explique que si il y a le moindre souci, etc. Et en fait, je leur dis, je ne veux plus en parler. C'est-à-dire, je veux plus partager. La seule avec qui je partage tout, y compris mes douleurs, parce que je ne parle jamais à personne de mes douleurs. La seule à qui j'en parle, c'est ma meilleure amie. Sinon, même à mon conjoint ou même, je ne dis jamais que je souffre. Jamais. Donc pendant Ton conjoint, il le voit que tu souffres? Il le voit, bien sûr, il le voit et il le sait, mais il sait que je ne veux pas en parler. En fait, cette phrase, elle a été délétère à plein de niveaux, elle a été sur la dévalorisation de toi, mais elle t'a obligé finalement à te renfermer, à te refermer sur toi et à venir cacher. Presque, je ressens de la honte dans ce que tu dis, presque comme si tu avais honte. Oui, oui. Il y a vraiment en fait un sentiment de dire où je mets en parallèle des gens qui ont un cancer, etc. Et je me dis, moi, j'ai pratiquement honte à côté. J'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai presque honte de me dire. Alors en plus, dans mon cas, du coup, moi, je suis HLA positif effectivement, et il y a une incidence familiale puisque j'ai des cas de spondylarthrite dans ma famille. Donc voilà, le lien, il est aussi génétique. Comment c'est possible de pas être capable, en fait, à force de volonté, de passer outre. Et oui, il y a une espèce de honte, ça c'est sûr. Que je n'avais pas avant que ce médecin me parle parce que j'avais même pas eu l'idée. Donc c'est terrible. Hein. Ouais, ça me fait vraiment beaucoup de peine que cette médecin, elle a réussi en une seule phrase, à créer tout ça chez toi et je sais que t'es pas la seule à avoir ressenti ça, à le vivre malheureusement. Et il est temps que les mentalités, elles changent parce que il y a déjà trop de souffrance et c'est venir rajouter de la souffrance là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Et donc, alors, je continue parce que je passe mes 2 mois à plus du tout parler. Je sais dans ma tête que le rendez-vous chez le rhumato de ville se rapproche, le fameux rendez-vous. Et je dis juste à Loïc, à qui je demande pas normalement, voilà, je le tiens pas forcément au courant de ce qui concerne mes rendez-vous médicaux, et je lui dis, écoute, il faut que tu viennes avec moi à ce rendez-vous parce que je n'aurai pas la force qu'on me fasse passer pour une folle ou qu'on minore mes douleurs, parce que là j'étais arrivée à un stade où je prenais même plus d'anti-inflammatoires. Donc c'était les douleurs étaient je pouvais même pas couper ma viande. Tu avais toujours tu avais toujours tes Oui, douleurs d'algie vasculaire de la face oui. non étiquetées pour l'instant et tu avais aussi arrêté le triptan? Non, j'ai jamais arrêté. Hein. Même quand j'étais à l'hôpital, j'avais amené des Oui, parce que ça, c'est trop horrible comme douleur. Du coup, pendant cette période de 2 mois, j'ai forcément énormément souffert parce que je prenais plus du tout d'anti-inflammatoires. Donc, je dormais moins la nuit. Donc, j'avais 2 à 3 crises d'algie. Mais là, il y a une sorte de blackout où je voulais plus du tout parler à personne, à part à ma meilleure amie. Qui me disait faut que tu t'accroches et il faut que tu tiennes jusqu'à ce rendez-vous, et je lui disais mais de toute façon il va aussi
voilà, me dire que c'est dans la tête et qu'il faut que je prenne sur moi. Et elle me disait toujours, tu sais pas, t'en sais rien et tu seras pas toute seule. Et donc ce fameux rendez-vous arrive. Donc Loïc est venu avec moi. Et donc c'est un homme qui m'ouvre la porte, alors que moi je trouve très impressionnant physiquement parce qu'il est très grand, il est très mince et il a des yeux très très bleus. Et il nous dit bonjour, il nous fait asseoir. Et là, il fait quelque chose, il me dit « je vous écoute ». Et il se tait. Et moi, j'avais tellement l'habitude de prendre une très grande inspiration parce que je savais que j'avais 2 minutes à chaque fois, que je suis un peu désarçonnée. En fait, je prends une très très grande inspiration et j'essaye de raconter en gros 6 ans de ma vie, 6 semaines d'hôpital, les ponctions, les infiltrations, les ceci en 3 minutes. Et je me rappelle que j'ai fait ça d'une traite et j'ai vu qu'il me regardait avec des grands yeux, l'air de dire mais pourquoi elle parle aussi vite? Enfin, il était complètement interloqué. Il dit rien. Il me demande simplement si j'ai des photos. Et donc ça aussi, c'est quelque chose. J'avais pas le réflexe avant forcément de prendre des photos. Faut savoir que quand on fait un rendez-vous médical, on est souvent, voilà, toi tu le sais, très 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 longtemps après ces symptômes. Et si on a des signes cliniques, il faut toujours prendre des photos parce que ce sera très important. Et donc moi, effectivement, j'avais des photos de mes pieds en sang, de mes orteils, de tous mes épanchements, de mes hématomes, etc. Donc je vois qu'il les regarde, il dit rien du tout. Il prononce pas un mot. Il me fait monter sur le banc d'examen. Et là, c'est pas compliqué. Il va faire ce que aucun rhumato n'a jamais fait avec moi. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, il va m'ausculter. Donc, il touche toutes mes articulations. Il mobilise toutes mes articulations. Il me demande de faire beaucoup de mouvements. Moi, je craque. J'ai ce qu'on appelle un crépitement articulaire tout le temps. Il dit rien. Pas un mot. Et ensuite, il me demande, avec mes doigts, de lui montrer très précisément à chaque endroit où j'ai mal. Et donc forcément, moi, j'ai mal aux orteils, aux chevilles, aux genoux, aux mains, aux poignets, partout. Et pendant tout ce temps, il passe l'échographe sur chaque articulation et j'entends qu'il prend des clichés. Mais moi, je sais pas, puisque jamais personne n'a fait ça, donc je me dis que c'est normal. Et j'entends clac, 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 clac. Et je dirais l'échographie, la partie échographie en elle-même, elle dure 35 minutes, à peu près. Donc c'est très très long d'avoir quelqu'un qui a pratiquement pas dit un mot. C'est très très long. Depuis qu'on est rentré et qui fait 35 minutes d'échographie. Et donc il me dit ok, rhabillez-vous. Il me dit qu'est-ce qu'on vous a dit exactement à l'hôpital? Et je lui dis ce qu'on m'a dit, c'est que si ma VS et ma CRP étaient normales et que j'avais pas de lésions inflammatoires, j'avais pas de spondylarthrite ankylosante. Et il me dit, mais en fait, des lésions inflammatoires, il y en a partout. Et là, ça m'a fait comme un coup de poing dans le ventre. C'est-à-dire que j'ai pas compris. J'ai pas compris, en fait, ce qu'il voulait dire. Donc, je lui ai dit, je suis désolée, mais je comprends pas, en fait, ce que vous dites. Et il me dit, en fait, ce que je vous dis, c'est que l'ensemble de vos symptômes, plus les lésions inflammatoires que je vois, ça confirme le diagnostic de la spondylarthrite ankylosante. Vous avez bien une spondylarthrite ankylosante. Et là, c'est comme pour toi ou comme beaucoup, je pense, de témoignages que j'ai pu entendre, c'est un énorme choc émotionnel. C'est-à-dire que moi, c'est probablement le moment auquel je m'y attendais le moins, puisque je partais vraiment en me disant ça va être encore un médecin. Et non seulement ce médecin, il me dit que j'ai une spondie, qu'en plus les lésions, il y en a partout et qu'il les voit. Et il me dit cette phrase, il me dit je suis désolée, j'ai pas de place avant 3 semaines. Vous allez faire le protocole de vaccination et on commence la biothérapie dans 3 semaines. Et c'était
C'était surréaliste, c'est-à-dire je n'écoutais même plus. C'était incroyable. Et je me rappelle que quand on est sorti de la consultation avec Loïc, il faisait beau. C'était un jour, enfin oui, il y avait un peu de vent, enfin c'était. Et il m'a regardé, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit je veux aller à la mer. Ah oui, ça marque la fin de quelque chose, alors le début d'autre chose aussi, mais enfin, t'avais été écoutée, t'avais été auscultée. Et je trouve que c'est aussi vraiment intéressant dans ton parcours de venir réappuyer sur le fait que le bilan sanguin peut être normal, que les radios peuvent être normales, et que malgré tout, ça peut être une spondylarthrite ankylosante. Je trouve que c'est aussi intéressant de venir poser un diagnostic grâce à l'échographie. C'est très peu utilisé et même moi, tu vois, comme on n'arrivait pas à voir avec certains examens les inflammations, je disais parce qu'on a bien vu l'inflammation au niveau de mes talons, hein. Donc ça, c'était incroyable parce que pour la première fois, on voyait quelque chose au niveau des douleurs que je décrivais. Et justement, j'avais dit à mon rhumato, mais vous pourriez pas me faire une écho là où, partout où j'ai mal, comme ça, si on voyait quelque chose, ça pourrait légitimer mes douleurs aussi. Et lui m'avait dit que ça servait à rien. Mais donc, du coup, je suis heureuse de t'entendre dire que ça sert pas forcément à rien. Alors, est-ce que c'est uniquement les épanchements qu'il voyait ou est-ce qu'il voyait d'autres choses même sans épanchement? Ça, je sais pas si tu sais. Oui, je sais. En fait, il voit les deux. C'est-à-dire que dans mon cas, les lésions inflammatoires, on ne les voit qu'à l'échographie, puisque l'endroit qui est probablement le plus abîmé chez moi et qui est le plus douloureux, c'est la cheville droite. Et j'ai fait un scanner de la cheville droite. On voit l'épanchement, mais on voit pas les lésions inflammatoires. En revanche, à l'échographie, il m'a montré, on voit les épanchements bien sûr, mais on voit aussi les lésions inflammatoires. Donc dans mon cas, par exemple, j'ai fait un échappement à l'Humira au mois de novembre. Oui, tu vas nous raconter. Est-ce que tu as passé des IRM dans tout ça? J'ai passé une IRM de la cheville où on a vu l'épanchement, mais il n'y a pas à l'époque, c'était il y a 1 an et demi maintenant, il n'y avait pas de lésion inflammatoire. Le seul examen dans mon cas qui, entre guillemets, a tout changé, c'est l'échographie. C'est-à-dire que je suis persuadée que si lui a un DU en échographie, donc je pense qu'il est très à l'aise avec ça. Les lésions, il les voit parfaitement bien et d'ailleurs je sens, c'est-à-dire que les endroits où j'ai très mal, c'est toujours les endroits où il prend les clichés. Donc c'est sûr en fait que dans mon cas, les lésions ne se voient qu'à l'échographie. D'accord, donc tu n'as pas non plus de sacroïlite à l'IRM. Non. Je me permets d'insister pour que les gens qui nous écoutent ne s'arrêtent pas à certaines choses que les médecins leur disent parce que combien de fois je l'ai entendu et moi-même, mais plein d'autres personnes qui du coup vont aussi souvent se faire diagnostiquer une fibromyalgie me disent oui mais j'ai pas de sacroïlite à l'IRM donc ça peut pas être ça, j'ai pas de bilan sanguin perturbé et j'ai pas le HLA-B27. Alors bon, tu as toi le HLA-B27 qui est positif, mais voilà, c'est vraiment important de venir redire ça pour qu'en tout cas, ça veut pas forcément dire qu'il y a une spondylarthrite. Mon but n'est pas de dire que toutes les personnes qui ont des douleurs sans avoir ces choses-là au niveau des examens ont une spondylarthrite. C'est juste le message de faire passer, de dire allez plus loin, allez voir quelqu'un d'autre pour vraiment être sûr, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas que ça élimine le diagnostic. Voilà. De toute façon, une chose est sûre, c'est que depuis, forcément, je me suis quand même beaucoup documentée sur la spondylarthrite et documentée de façon médicale, puisque moi, je peux avoir accès à des choses quand même relativement médicales avec mon travail. Le fait d'avoir une VS et une CRP normale, c'est quelque chose qui n'est pas rare dans la spondylarthrite. Pas du tout. C'est quelque chose qui est relativement fréquent. Donc, effectivement, à l'hôpital, ils m'ont clairement, je me rappelle très bien que le chef de clinique m'a dit, si vous aviez une spondylarthrite, vos marqueurs inflammatoires seraient à 100 points barre. C'est faux. Là, clairement, c'est faux. Oui. Alors, il te propose du coup de mettre en place la biothérapie, c'est ça, et de te mettre sous Humira. Voilà. Donc, dans un premier temps, je suis mise sous Humira donc au mois d'avril, donc 2023. Une fois tous les 15 jours. Je me rappelle de la première injection, c'est spectaculaire. C'est-à-dire, tous mes troubles digestifs s'arrêtent du jour au lendemain.
Et je me rappelle que je me pique le matin à 10h et qu'à 14h, j'ai plus aucune douleur nulle part. Donc c'est j'ai même un moment, je me dis si c'est ça, je pourrais vivre avec et je pourrais faire en sorte que ça n'existe pas. Je me dis même ça. Parce que c'était moi, ça faisait des années que j'avais pas dormi normalement, des années que j'avais pas marché normalement. Je ne savais pas ce que c'était. Ma normalité, c'était devenu la douleur, en fait. C'était pas une journée sans douleur. Quand on a mal tout le temps, une journée où on n'a pas mal, on la remarque. Et là, je me disais, oh, c'est incroyable, j'ai plus mal. J'ai plus mal. Donc ça a été, j'ai pu partir en vacances, marcher. Les agies vasculaires, du coup, se sont envolées. Ça a été, on va dire, un peu la lune de miel. À partir du mois d'août, j'ai noté que sur les derniers jours des injections, je recommençais à avoir mal. On est passé une fois tous les 10 jours. Et non seulement ça n'a pas changé, mais surtout j'ai eu, là j'étais encore en vacances, j'ai eu des crises d'algie vasculaire où pendant 10 jours au mois d'août, je suis restée cloîtrée et j'étais en crise une dizaine de fois par jour. J'avais pareil les chevilles qui recommençaient à me faire très très mal, je recommençais à plus dormir la nuit et je comprenais pas trop parce que je me disais c'est pas logique parce qu'on a rapproché les injections. Donc pourquoi je recommence à être si mal, à pas dormir, à avoir les algies vasculaires. Donc je ne savais pas que c'était des algies vasculaires. Pourquoi je recommence à être si mal? Donc là, il y a une période horrible qui a duré de septembre à décembre où je suis restée comme ça. J'ai fini par aller voir mon médecin généraliste, mon nouveau médecin généraliste, Loïc Maporté. Je pouvais plus marcher. Donc il m'a arrêté 4 jours. Et je lui ai parlé en fait de mes migraines et c'est tout. Ouais, c'est tout. Alors c'était mon nouveau médecin généraliste, donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. En plus, voilà, faut savoir qu'un médecin généraliste, je dis pas qu'il aime pas un patient qui est sous immunosuppresseur, mais c'est toujours un peu compliqué pour eux, ce que je peux comprendre, parce qu'ils n'ont pas le droit de modifier le traitement, parce que donc moi, ils comprenaient pas non plus pourquoi du jour au lendemain j'étais si mal, alors qu'on avait rapproché les injections. Et je lui parle de mes migraines et il rigole et il me dit mais en fait vous faites des algies vasculaires de la face, c'est typique. Et en plus quand je suis arrivée chez lui, j'avais l'œil qui avait complètement qui était comme d'habitude. Et donc il m'interroge, c'est un questionnaire très précis. Pour le coup, j'ai pu avoir rendez-vous avec un neurologue très rapidement, dans les 3 semaines. Faut savoir que la consultation chez le neurologue, c'est 1h30. On vous diagnostique pas de l'algie vasculaire de la face comme ça. C'est très précis. C'est vraiment une 50aine de questions et j'avais tout. Et donc, ce neurologue a initié un traitement de fond avec un bêta-bloquant le matin et du Laroxyl qui est un antidépresseur, je crois, qui est utilisé dans les douleurs neurologiques. Il m'a mis sous oxygène. C'est-à-dire que j'ai dans ma chambre de grosses bouteilles d'oxygène et quand j'ai une crise, je me mets sous oxygène. Donc ça ne supprime pas la crise, mais ça permet de supporter la douleur et surtout de prendre moins de triptan. Ce deuxième diagnostic qui arrive comme ça finalement tellement simplement, le médecin qui rigole et qui dit mais en gros c'est pas des migraines, c'est ça, tant de légèreté si je puis dire, ça te fait quoi toi d'entendre ce diagnostic-là? J'avoue que il y avait une espèce, c'est toujours pareil, de honte à dire c'est pas possible, j'ai pas ça en plus. En fait, je veux presque à me dire, mais en fait, je suis toute cabossée. Ouais, c'était un peu ça. Donc, j'avais même du mal à me dire que j'allais annoncer ça à Loïc, à lui dire que j'avais un truc de plus. Je crois pas que je lui ai dit tout de suite, d'ailleurs. J'en ai parlé qu'à ma meilleure amie, qui m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas dit à quel point tu avais mal? Parce qu'elle me dit, ça fait très très mal. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce côté un peu de honte. En fait,
Ouais, peut-être. J'ai beaucoup de mal à parler de... Autant la maladie, j'y arrive, mais la souffrance, j'ai plus de mal. Peut-être parce que tu sais au fond de toi qu'il y a personne qui peut vraiment la comprendre, cette souffrance. Alors ça, par contre, c'est sûr que ce que tu dis, c'est-à-dire que quand au mois de décembre, ils m'ont livré les bouteilles d'oxygène, Loïc était mort de rire parce que c'est des bouteilles de plongée, hein, où on a ça à la place de la table de chevet. Donc là, c'était une période où je pouvais plus marcher, j'avais mes 2 béquilles et le peu de fois où je me levais, c'était pour me mettre sous oxygène. Et il m'a juste dit, mais personne ne peut s'imaginer ça. Ce que tu vis. Personne ne peut s'imaginer que dans ta maison, c'est ça, quoi. Mais aujourd'hui, tu es là. Tu es là aussi pour en parler et peut-être pour que la honte change de camp et que ce soit plus toi. Oui, alors après, la honte, comme je t'ai dit, aujourd'hui, je sais que je ne suis pas responsable. Je le sais, mais voilà, j'ai pas encore fait la paix avec le fait que ce soit une maladie auto-immune et je pense que ça va demander du temps pour que j'accepte l'idée que c'est pas parce qu'on veut pas être malade qu'on peut. Parallèlement au moment où l'Humira baisse en efficacité de manière significative, par contre, tu as des traitements qui viennent vraiment te soulager pour l'algie vasculaire de la face. C'est ça? L'algie vasculaire de la face, je dirais que ça a mis... j'avais rendez-vous le 10 décembre chez le rhumato et j'ai vu le neurologue le 21 décembre. Donc là, j'ai vraiment eu 2 mois très pénibles parce que je faisais 7 ou 8 crises par jour d'algie vasculaire et à côté, vraiment, je dormais plus. Mais comme je t'ai expliqué, en fait, c'est totalement lié. C'est-à-dire, le neurologue m'a expliqué, il m'a dit, plus vous aurez un sommeil de mauvaise qualité, moins vous allez dormir, plus vous aurez de crise. Donc c'est vraiment un dommage entre guillemets collatéral. Et si je vais mieux d'un point de vue rhumato, j'irai mieux au niveau des algies. Et donc quand je suis allée chez mon rhumato, la première des choses qu'il ait faite, c'est vérifier mes articulations à l'échographie. Et effectivement, il m'a dit OK, vous avez fait un échappement. C'est-à-dire que j'avais des lésions inflammatoires de nouveau partout. Donc moi je comprenais pas ce que ça voulait dire parce qu'échappement je savais pas ce que ça voulait dire. Et il m'a expliqué que du coup mon corps avait sécrété avec produit des anticorps contre l'Humira. Alors c'est vrai que je savais que ça pouvait arriver parce qu'il m'en avait parlé, mais moi j'avais la notion de plusieurs années. Je lui ai demandé s'il avait déjà eu le cas de quelqu'un qui faisait un échappement aussi rapidement et il m'a dit que non. Il m'a expliqué qu'il prenait pas le risque de me donner une place thérapeutique qui ressemble trop à l'Humira et que du coup, il allait pas me donner un anti-TNF-alpha pur et donc il m'a mis sous Consentix. Donc j'arrive pas trop à dire quelle est la différence. Par contre, j'arrive clairement à dire que ça marche pas. Donc j'ai commencé la dose de charge le 10 décembre. J'ai fait 5 injections et là j'en suis à la 8e. Et bon j'ai de nouveau des épanchements, ce que j'avais plus du tout depuis que j'étais sous biothérapie. Je dors plus du tout la nuit. Enfin là c'est très difficile, donc je l'ai appelé et sa secrétaire m'a rappelé. Alors je sais que c'est pas quelqu'un qui me laissera sans solution et c'est quelqu'un qui écoute, mais la secrétaire m'a dit vous devez aller à la fin du cycle et le cycle c'est 4 mois. Voilà. Donc, je sais que je suis obligée d'attendre le prochain rendez-vous pour qu'on puisse dire qu'il y a un échec. Mais c'est vrai que j'ai enchaîné l'échappement de l'Humira plus ce traitement-là qui ne marche pas. Donc là, ça fait vraiment 6 mois pratiquement que je suis en béquille, que je dors pas, que j'ai des algies. Donc là, il faut essayer de trouver du positif, on va dire. Je trouve du positif. Mais il faut vraiment, s'accrocher à des choses positives pour se dire que que c'est une période. Oui. Et que vous allez commencer un autre traitement et qu'il faut vraiment espérer qu'il marche. Oui, après, je garde espoir parce que je me dis que l'Humira avait tellement bien marché qu'il n'y a pas de raison finalement
qu'on trouve pas un autre immunosuppresseur qui marche aussi bien. Mais c'est vrai que toi, tu en parlais aussi, le temps quand on a très mal, c'est pas le temps de la médecine. Voilà. Donc il faut aussi essayer d'apprendre à vivre avec une douleur chronique, des douleurs chroniques, et se dire que c'est important de trouver un échappatoire ou de trouver. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tous les malades chroniques se mettent soit à avoir une activité créative ou à déménager à la campagne ou c'est pas pour rien. Je pense que c'est un réflexe de survie, en fait, le fait de décentrer la douleur et de se dire qu'on va trouver une activité dans laquelle pendant quelques heures on va s'échapper. Ça devient très important dans la vie, je pense, de quelqu'un qui a mal tout le temps. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que depuis le mois d'octobre, je me suis lancée dans la création. Je peux même dire aujourd'hui, j'en suis fière de dire que je suis artisane et que je crée des bijoux, en fait. Et je me suis même sortie du syndrome de l'imposteur et je me suis mis à les vendre en boutique, à faire des marchés, etc. Et en fait, ça m'aide énormément. Alors des fois, ça me sollicite physiquement. Donc il faut trouver le juste milieu parce que c'est compliqué. Mais tu vois, par exemple, le travail de la pâte me faisait mal aux mains, aux articulations des mains. Et en fait, j'ai quelqu'un sur les réseaux qui m'a dit utilise un petit chauffage de terrarium pour réchauffer ta pâte et du coup, elle va devenir beaucoup plus molle. Et donc, bon, on trouve toujours des solutions pour avoir moins de douleur. Mais de manière générale, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi, je suis dans ma bulle, je suis dans ma création, je fais quelque chose de mes mains et ça me rend hyper heureuse et hyper fière. Et puis, il y a aussi autre chose, et ça j'ai réussi à le nommer depuis quelque temps, c'est que pour la première fois de ma vie, je fais aussi quelque chose de moi à moi, où je suis pas dans la gestion émotionnelle de l'autre, et même si ça m'apporte beaucoup et que j'en ai besoin et que je fais aussi une reconversion professionnelle pour devenir thérapeute, donc tu te doutes que la gestion des émotions, ça me parle quand même et que j'en ai besoin. Mais là, c'est aussi quelque chose où je me reconnecte à moi et où où je m'occupe que de moi finalement en créant. Je suis pas dans l'interaction et ça m'aide énormément. Donc je trouve ça très juste ce que tu viens de dire. Dans pratiquement tous les témoignages que j'ai vus, il y a soit le yoga qui prend une place très importante, soit effectivement comme toi, parce que je le savais, un changement de carrière qui est lié à une activité créative. Et je pense que les gens qui sont autour n'ont pas forcément compris l'importance de ce qu'ils prennent pour une marotte ou un passe-temps. Mais il faut savoir que quand on a mal tout le temps, quand on vit que dans des énergies pas toujours positives, parce qu'on dort pas, parce que on se lève le matin et qu'on a mal et on se couche et on a mal, on fait ce qu'on peut. Et souvent, effectivement, cet exutoire va prendre une place qui est très importante dans notre vie parce que comme la douleur nous prend tout et envahit complètement toute notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie professionnelle, c'est une façon pour nous, je pense, de reprendre le contrôle sur sur une partie de sa vie, de sa maladie, en se disant elle est toujours là, rien ne entre guillemets ne change, c'est-à-dire les douleurs sont toujours là, la maladie est toujours là. En revanche, comme tu disais, tu fais quelque chose de toi pour toi, voilà, et tu subis pas. Et puis en t'écoutant finalement, avec mes mains, donc avec mon corps, on vient créer quelque chose qui vient de nous et qui est quelque chose de positif. Et pour une fois, c'est pas notre corps qui nous met à défaut, qui va nous faire souffrir. C'est notre corps qui nous permet. Je pourrais aussi faire le lien avec les grossesses et la maternité. Pour moi, c'est une vraie reconnaissance dans mon corps de m'avoir donné 2 enfants en bonne santé. Et je lui en suis très reconnaissante, même si je suis beaucoup en guerre avec mon corps à plein d'endroits. Et ben, cet endroit-là, il est doux pour moi parce que il m'a permis d'être maman et de réaliser ce souhait qui était si profond pour moi. Et ça, c'est une partie de moi qui se réconcilie avec mon corps. Et la création en fait partie aussi. Donc en tout cas, c'est aussi je dirais un petit clin d'œil perso parce qu'il se reconnaîtra, mais d'être bienveillant par rapport à l'exutoire qui est trouvé et par rapport à la place que prend effectivement
ce passe-temps ou cet échappatoire dans notre vie, et je pense qu'il faut être très 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 respectueux de la façon dont un malade chronique, surtout qui souffre d'un handicap invisible, c'est-à-dire quelqu'un qui, entre guillemets, va devoir avoir la vie quotidienne d'une personne alors valide entre guillemets, mais moi en fait aucun de mes clients n'est au courant de que je suis malade, aucun. Donc j'ai pas d'objectif particulier, j'ai pas de faveur particulière dans mon travail, je travaille à temps complet et avec toutes les difficultés que je peux avoir au quotidien, les souffrances, les douleurs, les crises d'algie, les épanchements, les béquilles. Donc c'est vrai que quand je rentre le soir à la maison, il me faut mon moment où, comme tu dis, ça va être de moi à moi, quoi. Et alors, est-ce que tu acceptes de nous partager? C'est quoi ton moment créatif à toi? Alors moi, j'ai absolument pas de moment créatif. Moi, mon exutoire, c'est mon chien. Voilà. Donc donc ça peut paraître anecdotique de se dire, elle parle de son chien. Par exemple, mon chien, il est très important pour moi à 2 moments de la journée. Quand je rentre chez moi le soir, j'ai un métier très physique parce que je fais 300 km tous les jours. Donc je rentre souvent en béquille. J'ai très mal au dos, la journée me fatigue beaucoup et je dois vraiment me battre pour parfois pour faire les derniers rendez-vous, c'est toujours des moments qui sont très durs physiquement. Et je dis toujours, quand je rentre, mon chien, mes sacroiliacs, il s'en fiche. Et mes douleurs, il s'en fiche. Et lui, il a juste envie que je le joue avec lui, que je passe du temps avec lui. Et je vais pas me retrouver à la maison avec mes douleurs, seule. Je vais en fait partager un moment avec mon chien. Ça n'enlève pas la douleur. Comme le matin avant, je me levais et le matin, c'est probablement le moment de la journée où j'ai le plus mal. Je peux pas marcher parce que je peux pas prendre appui sur mes chevilles. Je peux pas me tenir droite. C'est vraiment un moment qui est très dur physiquement. Et avant, je me levais et je me disais, c'est pas possible. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais réussir à aller travailler. Et le fait de savoir que je me lève et que j'ai mon chien qui me fait la fête, qui veut que je le caresse, etc. Ça n'enlève pas la douleur, mais je me lève en partageant autre chose que ça. Et c'est vrai que ce chien, il occupe une place très importante dans ma vie, comme d'ailleurs une collègue m'a dit récemment, sa meilleure amie a une spondylarthrite ankylosante et elle a aussi un chien. Elle fait beaucoup de balades avec lui. Le chien l'aide probablement à se mobiliser, à faire des choses qu'elle ne ferait pas si elle l'avait pas. Moi, des fois, je me dis, j'ai mal, mais je vais le sortir parce qu'il en a besoin, parce que ça va lui faire du bien, et je fais probablement des choses que je ne ferais pas. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, il occupe une grande place dans ma vie, que les gens, on va dire, cette place-là, les gens la comprennent pas forcément. Mais pour moi, c'est vraiment un palliatif, et les moments où je suis avec lui, j'oublie en fait que j'ai mal. Chacun trouve l'endroit où c'est juste pour lui et où ça l'aide. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter. Oui. Et on sait que le lien à l'animal, avec plein d'autres animaux, l'équithérapie, en fait, ça vient vraiment faire du bien. Et c'est prouvé que les chiens sont vraiment particulièrement aidants. Et tant mieux si, grâce à ton chien, tu trouves ces moments un peu de répit et d'apaisement. Alors après, il y a d'autres choses, hein. J'essaye de m'astreindre aussi Oui. à continuer à me mobiliser physiquement, à faire tout ce que je peux de mon côté, l'alimentation anti-inflammatoire, je continue à me mobiliser le plus possible physiquement. Mais voilà, je pense que tout ça pour dire que on a tous ça dans notre vie, et comme tu dis, peu importe ce que c'est, mais il y a un moment où je pense que le psychisme a besoin d'avoir en fait quelque chose à côté. Un échappatoire. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais partager avant qu'on termine aux personnes qui pourraient suspecter une de tes 2 pathologies, ou les 2 d'ailleurs, ou quelqu'un qui viendrait d'apprendre le diagnostic? Alors déjà,
dans beaucoup de témoignages que j'ai pu écouter, c'est à chaque fois la même chose. C'est souvent le changement de praticien qui a... moi, j'étais dans une impasse pendant 6 ans et ce nouveau médecin, en 3 semaines, m'a diagnostiqué et mis sous biothérapie. Donc, c'est vrai que on a toujours tendance à parler des médecins, entre guillemets, qui ont mal fait les choses. Mais il y a aussi beaucoup de médecins qui sont consciencieux et qui font très bien les choses. Moi, le médecin que j'ai trouvé, il me garde 1h15 en consultation. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment se dire que c'est pas parce qu'un médecin est sympathique qu'il est forcément sérieux, que c'est pas parce que un médecin est pas sympathique que ce sera en fait l'inverse. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on se sent dans une impasse, c'est-à-dire que quand on n'avance pas et qu'on a réellement l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut vraiment changer de praticien. Ça, c'est fondamental et quitte à changer plusieurs fois malheureusement. Et l'autre chose, parce que dans mon cas, on en a parlé, ce qui a été fondamental, c'est le changement d'imagerie. C'est-à-dire le fait que les IRM et les radios ne démontraient rien. Donc effectivement, ça c'est pas contestable. En revanche, les échographies montrent beaucoup de choses. Et moi, j'aurais jamais eu l'idée en tant que patiente de dire effectivement, faites-moi une échographie. Non, moi je pensais que c'était déjà très bien ce qu'on avait fait. Et dans mon cas, mes lésions, on ne les voit qu'aux échographies. Merci pour tout ton témoignage. Il m'a beaucoup touchée. Je me suis beaucoup reconnue, ça a résonné en moi. Et je suis sûre que aujourd'hui, ton témoignage, il va apporter beaucoup à toutes les personnes qui vont l'écouter. Et j'espère que il te permettra de retrouver de la légitimité et à être plus indulgente envers toi parce que tu le mérites. Merci. À très bientôt, Caroline. À bientôt. À bientôt. Caroline, merci pour ton témoignage si fort et puissant. J'espère du fond du cœur que témoigner aujourd'hui sera le premier pas pour toi pour que tu puisses t'autoriser à parler de ta maladie, mais surtout à ne plus t'en vouloir d'être malade. Si vous aussi vous avez pu le penser ou êtes encore avec ces pensées-là, je veux vous dire que vous n'êtes pas responsable et que vivre avec une maladie douloureuse chronique est déjà bien assez difficile comme ça pour ne pas se faire porter cela. En revanche, allez voir un thérapeute pour travailler sur ces blessures du passé et trouver en nous les ressources pour avancer malgré la maladie peut être salvateur, alors n'hésitez pas. Et comme pour les médecins, changez de thérapeute s'il ne vous convient pas. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître, afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.